من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أيها الجمع المبارك، بادئ ديبات، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام كما لا يخفى على علمكم الكريم تحية الإسلام تحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. هذه فرصة أخرى نجتمع من خلالها لمدارسة سيرة أحد أعلام هذه الأمة المباركة. Avant tout, je vous salue vous toutes et tous et je me permets aussi de dire que cette soirée, nous allons la passer ensemble afin de découvrir durant celle-ci la biographie et la vie de l'un des grands personnages, l'une des personnalités illustres de l'histoire de l'islam. كما لا يخفى عليكم فإننا قد خصصنا هذه السلسلة الميمونة وذكرنا في غير ما مرة سيرة بعض العظماء من هذه الأمة ممن خدموا هذه الأمة وكانوا سببا في تقدمها وازدهارها. واليوم لنا موعد مع عملاق آخر من عمالقة هذا الدين. Nous avons lancé maintenant depuis un petit temps une série d'interventions, toutes dispensées ici au sein de la mosquée l'Épinette, une série consacrée à ces personnages de l'islam qui ont bâti la grandeur de l'islam, qui ont servi la cause de cette Ummah. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un autre géant parmi ces géants, afin que nous apprenions à mieux connaître notre histoire et notre patrimoine islamique. اليوم حديثنا أيها الجمع الكريم مع ابن حزم. فمن ذا الذي لا يعرف ابن حزم؟ Aujourd'hui, nous allons parler d'Ibn Hazm. Et qui donc parmi nous n'a pas entendu parler un jour d'Ibn Hazm? Ibn Hazm هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي الأندلسي. ولد في مدينة قرطبة عام 84 و300 للهجرة الموافق 94 و900 للميلاد. وكانت وفاته بمدينة لبلة باللغة الإسبانية نيابلا. مدينة لبلة التي تقع جنوب غرب إسبان اليوم وهي في منطقة الأندلس. توفي في عام 56 و400 الذي يوافق في التاريخ الميلادي عام 1064. Ibn Hazm, l'Andalou, il se prénomme Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id al-Qurtubi parce qu'il est originaire de Cordoue, donc le Cordouan. L'Andalou, l'Andalousie, parce qu'effectivement il est originaire de l'Andalousie. Et ce personnage est né l'an 384 de l'Hégire, qui correspond à l'an 994, et est décédé dans la ville de Niebla. En arabe c'est Labla et en espagnol c'est Niebla. D'accord? Niebla.
Il est décédé l'an 456 de l'Hégire, qui correspond à 1064 de l'ère chrétienne. هذا الرجل الذي سوف نتعرف عليه كان فقيها من الطراز الرفيع، أحدثت آراؤه واجتهاداته الفقهية دويا في أرض الأندلس وفي المغرب الإسلامي، في قرطبة والأندلس والمغرب الإسلامي، ووصل صداه إلى المشرق كذلك. Ce personnage est entré sur la scène andalouse, sur la scène cordoane. Il est entré avec fracas. Il a beaucoup fait parler de lui, en raison de ses nombreuses opinions juridiques issues de son ijtihad, et ce fracas avec lequel il est entré sur la scène cordoane, va avoir un impact sur le reste de l'Andalousie, mais aussi va s'étendre au Maghreb, pour ensuite créer une onde de choc jusqu'au Mashriq. حتى علماء المشرق كانوا قد سمعوا به، بل قد اطلعوا على كتبه واجتهاداته بين موافق ومعارض، بين مؤيد ومنتقد. Même les savants d'Orient qui sont à une grande distance, c'est pas comme aujourd'hui, il y a aujourd'hui l'internet, il y a les réseaux sociaux, il y a les chaînes satellitaires comme salam. À l'époque, le contact entre l'Orient et l'Occident se déroulait via des caravanes. من قبل كان الاتصال ما بين المشرق والمغرب الإسلاميين، الاتصال بينهما كان عبر القوافل، قوافل الحجاج أو القوافل التجارية التي كانت تجوب الصحراء والمدن الإسلامية آنذاك. C'était ça le contact de l'époque. Les caravanes marchandes ou les caravanes qui se rendaient au pèlerinage. Donc il y avait un échange d'idées, il y avait un échange d'ouvrages, c'est comme ça que ça marchait. Ils n'avaient pas les moyens, à l'époque, ils ne possédaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui dans la télécommunication. Donc même en Orient, Ibn Hazm a fait parler de lui, alors qu'Ibn Hazm ne s'est jamais rendu en Orient. Ibn Hazm لم تطأ قدماه أرض المشرق، لم يصل إليها في يوم من الأيام، ومع ذلك فإن أخباره وشهرته قد تعدت قطره الأندلسي، وصلت إلى تلك الديار وتعرفوا على تراثه، بل هناك من اعتنق مذهبه واجتهاداته الفقهية هناك في المشرق، في عواصم تلك المنطقة. Même ses idées, ses opinions juridiques ont été épousées par des savants au Mashriq qui n'ont jamais rencontré Ibn Hazm. Ils n'ont jamais connu, si ce n'est par ses ouvrages. Ces ouvrages ont traversé les contrées, sont arrivés jusque-là. Donc, il a laissé derrière lui un très grand impact. Il a suscité à son époque un très grand fracas. لكن وأنا أستغل وجود شبابنا اليوم وما أكثرهم في هذا المجلس، لكن هذا الصخب الذي أحدثه وهذا الدوية الذي أوقعه ابن حزم في ذلك الزمان أوقعه بعلم ومعرفة، لا بجهل وسفه، بعلم ومعرفة، لأنه كان متسلحا بالعلم. Ce fracas qu'a suscité l'imam Ibn Hazm, et là je m'adresse à nos jeunes, ce fracas qu'il a provoqué, cette aura qu'il a eue, cette notoriété qui a franchi toutes les frontières, tout ceci s'est provoqué par son savoir, par ses compétences, pas par l'ignorance et l'insolence. صفتان اثنتان ما أكثرهما في هذا الزمان، الجهل والسفه. افتح إن شئت النت الأثير وجل في شبكة يوتيوب وسترى سفهاء جهلاء يتحدثون في كل شيء فيما هب ودب، ويعترضون على العلماء وينتقدون ما ينتقدون دون علم ولا معرفة، ومع ذلك يشتهرون لأنهم يبحثون عن ما يسمى اليوم بالباز. الباز هو ما هو محل الشهرة. كيف تكسب الشهرة؟ تكسب الشهرة بالسفه،
أما ابن حزم اكتسب شهرته وإن كان لم يبحث عنها اكتسب شهرته بعلمه واجتهاده وقوة قناعته لم يكن ممن يتبدل أو يغير رأيه بين ريح وأخرى كما هو شأن بعض الناس اليوم. L'imam Ibn Hazm, c'est par cette aura qu'il a eue, cette notoriété internationale à l'époque, il a eu par son savoir, par ses compétences. Alors qu'aujourd'hui, là, sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur le net, sur YouTube, il y a hélas des youtubeurs qui, malheureusement, ils nous déversent de leur insolence et de leur bêtise à tout va. Ils recherchent le buzz, ils critiquent tout le monde, ils remettent en question le savoir de gens plus compétents qu'eux, dont eux-mêmes n'arriveraient jamais aux ongles de leurs orteils, et ils cherchent le buzz, tout ce qu'ils cherchent. Ce sont des gens qui se sont fait connaître par leur, je ne dirais pas bien sûr, mais par leur insolence, leur ignorance. Eh bien, Ibn Hazm, c'est le contraire. Lui, il s'est fait connaître sans rechercher la notoriété. Il s'est fait connaître par son savoir, par sa force de caractère, par ses convictions profondes, parce que c'était quelqu'un qui ne changeait pas d'opinion au premier vent qui souffle, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de nos jeunes, ils basculent d'un point à l'autre, juste avec le vent. Un autre vient avec une idée nouvelle qu'il ne connaissait pas, il abandonne ce sur quoi il était, et il va vers lui. Qu'elle soit sectaire, qu'elle soit doctrinale, qu'elle soit juridique, peu importe, sans aucune base. هذا هو ابن حزم. وابن حزم مما تتميز به شخصيته أنه كان رجلا ثائرا متمردا في بيئة غلب عليها التقليد والجمود الفقهي الذي جنحه إلى الجمود الفقهي أهل بلده وأهل عصره. Ibn Hazm, parmi les traits de sa personnalité, c'était un rebelle. Un rebelle, mais pas par insolence ou avec insolence, il était rebelle. Il n'acceptait pas la situation dans laquelle était son pays, sa région, sa ville. Cette situation de stagnation où les gens suivent aveuglément une idée, suivent aveuglément une école. L'école majoritaire de l'époque, c'était l'école malikite. Toutes les portes de l'islam avaient été fermées. Les gens suivaient aveuglément ce que les anciens imams, à l'heure de l'imam Malik, rahimahullah, avaient édicté, sans réfléchir sur le fait que les sociétés changent, elles évoluent. Ibn Hazm était contre ça. Il avait un caractère très rebelle. Et ce caractère très rebelle va lui attirer beaucoup de problèmes. هذه النفسية المتمردة ستجلب له الكثير من المعاناة. Il va rencontrer beaucoup de problèmes à cause de ça. وسنرى لماذا إن شاء الله. وبجانب ذلك كان رحمه الله مجالدا شرسا قد أعيا فقهاء عصره بسبب قوة منطقه وبلاغة لسانه. C'était aussi un polémiqueur, mais pas polémiqueur comme on les connaît aujourd'hui, c'était un débatteur redoutable. Un débatteur redoutable dont les juristes malikites de son époque ont eu beaucoup de mal à battre dans les débats et avoir le dernier mot. C'était lui qui avait souvent le dernier mot. Il a fait souffrir ses contemporains. Toute personne qui osait se mesurer à lui dans un débat terminait humilié à cause de la force de son argumentation, de son éloquence. ثم نضيف صفة أخرى ثالثة أفزعت الكثير من معاصريه وستكون سببا للكثير من مشاكله فيما بعد صلابة لسانه. كان له لسان حاد كالسيف فخافه قوة بسبب اللسان. Ibn Hazm aussi, l'un des derniers traits de cette force qu'il avait au niveau de ces débats, des débats qu'il menait, c'est qu'il avait aussi une langue qui tranchait comme un sabre. Il avait une langue très rude, il est très dur. Comme débat, lorsqu'il lâche un propos, il déstabilise celui qui est en face de lui. Il est très très dur. Et malheureusement, même cette langue très dure qu'il avait va lui causer également de nombreux soucis. ومع ذلك كان إمامنا ابن حزم رحمه الله عليكم السلام هذا جانب آخر من جوانب شخصيته رحمه الله قلما يعرفها من الناس. كان أديبا بارعا
ذا أسلوب رقيق وعبارة عذبة. كان رقيق القلب في مظهر هذه الشخصية القوية التي كان عليها. كان وراءه رجل حساس ذو قلب رحيم ورقيق، ويظهر ذلك في ما سطره من قصائد وما كتبه من مقالات أدبية رفيعة. Au-delà de tout cela, ce que beaucoup de gens ne connaissent pas d'Ibn Hazm, rahimahullah, c'est que c'était un homme de lettres, au style très raffiné, à la formulation très sensible. Et quelqu'un qui ne connaît pas Ibn Hazm dit, mais ça ne colle pas entre eux. Ces deux façades ne collent pas ensemble. Quelqu'un qui est rude, qui est dur dans ses débats, c'est quelqu'un de redoutable, forte personnalité, mais qui cache derrière quelqu'un de très sensible, de très doux, au verbe très affiné. هذه هي جوانب شخصية هذا الإمام رحمه الله. وبسبب قوة منطقه الاحتجاجي وحدة لسانه وتسفيهه لآراء مخالفيه لقبه أحد علماء المشرق العظام بمنجنيق الغرب، منجنيق الغرب الإسلامي. Et à cause de la force argumentative dont il était possesseur et détenteur, de la dureté de sa langue, de la virulence de ses propos lorsqu'il n'est pas d'accord avec l'opinion de ses adversaires, parce que lui tire à bout portant, un savant d'Orient, un éminent savant d'Orient, l'a surnommé la catapulte de l'Occident musulman. Parce que quand il n'est pas d'accord avec toi, tu as intérêt à t'écarter de son chemin. Parce que quand il tire à bout portant, il ne laisse plus rien sur la route. Et ce savant n'est autre qu'Ibn al-Qayyim. الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد حينما أورد مسألة من المسائل الفقهية الشرعية جاء يستدل برأي لابن حزم فقال وقد قال من جنيق الغرب، هكذا سماه، فاشتهر بهذا الاسم لدى المشارقة. Ibn Hazm, dans son livre Zad al-Ma'ad, qui est un livre de biographie formidable, qui fait plusieurs volumes en langue arabe. D'ailleurs, Inch'Allah, j'espère qu'il sortira bientôt en langue française. J'ai participé à sa relecture en langue française à Bruxelles. Et Inch'Allah, nous espérons que dans les mois à venir, il puisse voir le jour. Dans cet ouvrage, l'imam Ibn al-Qayyim, dans l'une des questions qu'il a abordées, il a à un moment donné évoqué l'opinion d'Ibn Hazm sur la question étudiée. Et c'est là qu'il va le surnommer la catapulte de l'Occident. Il dira la catapulte de l'Occident musulman affirme, et bien sûr il entendait par la catapulte de l'Occident musulman Ibn Hazm رحمه الله. طبعا هنا تنتهي هذه التقدمة باللغتين العربية والفرنسية، وما بعد ذلك سوف أتناوله باللغة الفرنسية كسبا للوقت ومراعاة اللحن. À partir de maintenant, Inch'Allah, le reste de mon intervention sera en français par manque de temps et afin de gagner un peu de ce temps, Inch'Allah. Maintenant, nous allons découvrir l'époque durant laquelle l'imam Ibn Hazm a vécu. L'Asr alladhi asha fi. L'imam Ibn Hazm, rahimahullah, comme vous le savez, il a vécu en Andalousie. Il a vécu à la fin de la période omeyyade, la dynastie omeyyade fondée par Abdurrahman al-Dakhil, Abdurrahman Ier. Cette dynastie a régné de manière glorieuse pendant près de 3 siècles, avant de connaître une chute vertigineuse et s'effondrer. L'imam Ibn Hazm a vécu à l'époque de la décadence et de la chute imminente de la dynastie omeyyade. Il va connaître sa fin, il va être témoin lui-même de l'effondrement des Omeyyades et de l'éclatement de l'Andalousie. L'Andalousie à l'époque était unie sur le plan politique. Il y avait une seule capitale qui était Cordoba, Cordoue, et il n'y avait qu'un seul chef. C'était le calife, le khalifa, qui était présent à Cordoue. Ibn Hazm a été contemporain d'un calife qui va accéder au trône alors qu'il n'est qu'un gamin, il n'avait que 12 ans. Hisham al-Mu'ayyid Billah.
Et au moment d'accéder au trône, des troubles, des intrigues de palais vont commencer à voir le jour parce que le garçon est trop jeune, il n'a pas d'expérience. Son père Al-Hakam, Al-Mustansir Billah, est mort en le laissant jeune. Donc il est, bien sûr, la personne qui doit accéder au trône. Il y aurait une dispute au sein de Al-Bayt al-Amawi, au sein de la demeure royale omeyyade, qui sera le régent de ce garçon. Vous savez, c'est quoi la régence? Qui sera le régent de ce garçon? À un moment donné, ce sera sa mère, qui s'appelle Sabha Bashkanji. Ce sera sa mère. Malheureusement, sa mère n'arrivera pas à accomplir pleinement cette régence parce qu'il y a trop d'intrigues, il y a trop de jalousie au sein de la famille royale. Et c'est là qu'un homme va faire parler de lui. Un homme qui était le secrétaire du calife précédent, du père de Hisham Mu'ayyid Billah, et ce fameux secrétaire, dont le nom était en arabe à l'époque Al-Hajib, parce que c'est lui qui était un peu le sorte de directeur de cabinet, si vous voulez, du calife. Personne ne pouvait entrer chez le calife sans passer par lui. C'est lui qui traite tous les dossiers avant de laisser rentrer quelqu'un en fonction de son rang. Mais cet homme avait pris beaucoup de puissance et il connaît tous les secrets de la famille royale, parce qu'il est au fait de tout ce qui se passe à l'intérieur de la famille. Que va-t-il faire avec beaucoup d'intelligence et de, comment dirais-je, et de ruse politique? Il va s'imposer. Il va s'ériger en régent. C'est lui le régent maintenant. Mais il ne va pas s'appeler régent. En fait, il va gouverner le pays au nom du jeune calife qui n'a que 12 ans, Hisham al-Mu'ayyid Billah. Pourquoi? Parce que ce jeune garçon n'est pas capable de gouverner un pays, c'est encore un gamin. Donc il va gouverner et il va créer une dynastie parallèle à celle des Omeyyades. La dynastie amirite en français, Al-Dawla al-Amiriya, qui vient de son nom à lui, c'est tiré de son nom. Il s'appelle Abu Amir, Abd Muhammad ibn Amir, c'est son nom. Il va régner pendant 20 ans. Et on a affaire ici à une sorte de monarchie. Ce n'est pas une monarchie constitutionnelle, mais c'est un monarque qui règne sans gouverner. Une sorte de monarchie, entre guillemets, constitutionnelle avant la lettre. Okay? Dans la culture politique musulmane, cette chose-là n'existait pas. Il n'y avait pas de constitution à l'époque. Et ce genre de phénomène, à savoir que la plus haute autorité de l'État règne au nom du sultan ou du calife, va se reproduire avec les Abbassides aussi. Les Abbassides vont connaître le même scénario. Les Mamelouks, par exemple, ce sont eux qui vont s'imposer sur l'arène politique mashriqienne. Et lorsque le califat abbasside va s'affaiblir, le calife abbasside il sera juste là pour la figuration. Mais ce seront les Mamelouks qui vont porter le titre de sultan, qui vont diriger les destinées de la région au nom du calife. Le calife, il doit juste signer les arrêtés royaux, pas plus. Et eux s'occupent du reste. Donc ça, c'était un point très important à souligner. Donc notre personnage, on l'appelle Al-Hajib al-Mansour, le victorieux, parce qu'il partait souvent en campagne contre les Espagnols catholiques du Nord, et il avait souvent le dernier mot. Il était souvent vainqueur dans ces batailles pour repousser ce qu'on appelait à l'époque la Reconquista. La Reconquista, c'est le mouvement de reconquête catholique espagnol qui voulait récupérer tout le territoire perdu pendant 8 siècles. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à cette dynastie qui va parallèle, qui va régner près de 33 ans. Ce qu'on peut aussi ajouter par rapport au contexte de notre personnage, c'est qu'en fait, il y a 3 étapes importantes pour comprendre le contexte dans lequel a vécu Ibn Hazm. Le premier, c'est la décadence de la dynastie omeyyade, andalouse, cordouane. Deuxième, c'est la montée en puissance d'une dynastie parallèle à celle des Omeyyades, au dernier calife omeyyade, parce que les califes omeyyades ne gouvernent plus, ils ne font que régner, et c'est cette dynastie du fameux Al-Hajj al-Mansour, qui, de père en fils, qui vont gérer les affaires de l'État. Et puis un troisième élément, c'est l'éclatement de l'Andalousie. Parce que la dynastie omeyyade prend fin avec tous ces derniers monarques qui n'étaient que des figurants. La dynastie omeyyade prend fin en 422 de l'Hégire. C'est là qu'elle prend fin, c'est terminé. Et là, c'est l'éclatement total de l'Andalousie. Il y aura 22 principautés qui vont naître, 22 émirats qui vont naître dans tout le territoire andalou.
On y reviendra, Inch'Allah. Et ces émirats vont pendant des décennies s'entretuer entre eux. Ils vont s'entretuer, ils vont même faire appel aux Espagnols contre leurs propres frères. Ils vont même payer la dîme, el jizya. Ils vont payer la dîme au roi catholique espagnol du Nord. C'était une catastrophe. C'était une situation terrible. Et c'est comme ça que petit à petit, les Espagnols vont récupérer étape par étape les territoires de ces émirs et s'en débarrasser très rapidement. Avant que n'arrive Youssef ibn Tashfin, le sultan marocain, fondateur le principal monarque et puissant monarque de la dynastie Al-Mourabitoun, des Almoravides. Il va venir à Séville, il va mettre de côté celui qui avait fait appel à lui, c'est ça qui est assez amusant. L'émir de Séville fait appel à Youssef ibn Tashfin, qui est au Maroc. Il lui dit viens parce que les catholiques avancent, on n'a pas cette force pour leur faire face. Et c'est là qu'il débarque avec ses troupes jusqu'en Espagne. Il va reconquérir rapidement le territoire, il va repousser les catholiques et puis il va déboussoler cet émir sévillan, donc de Séville, et ceux des autres villes. C'est comme ça que l'Andalousie sera rattachée au Maroc sous le règne des Almoravides, Almorabitoun, pendant un certain temps avant que de nouveau la dynastie almoravide connaisse à son tour la décadence. Mais bon, je m'arrêterai ici parce que si je commence à détailler à m'étendre sur les détails historiques, ce ne sera plus une conférence sur Ibn Hajj, ce sera sur l'histoire de l'Andalousie. Si vous voulez, un jour, on peut consacrer un séminaire ou quoi sur l'histoire de l'Andalousie avec plaisir, Inch'Allah. Ça, c'est en gros sur l'époque. Maintenant, on va s'intéresser à l'éducation et à l'environnement dans lequel a grandi l'imam Ibn Hazm. Il faut savoir que l'imam Ibn Hazm est né dans une famille riche, une famille de notables, une famille dont le père était un premier ministre. Il était premier ministre pour les deux premiers régents de la dynastie omeyyade, vers sa fin. Qui se rappelle le premier régent, comment il s'appelle? Le deuxième, je ne l'ai pas encore cité, c'est vrai. Qui se rappelle le premier régent qui va donner naissance à une dynastie? Comment s'appelle-t-il? Pas son surnom. Comment lui s'appelle-t-il? Qui se rappelle? Abu Amir. Hamad ibn Amir. D'accord? Son surnom c'est Al-Hajib al-Mansour. Al-Hajib al-Mansour. D'accord? Son père va être ministre pour les deux premiers souverains de cette dynastie de régents, de vrais chefs de l'Andalousie. Le père, et ensuite un qui s'appelle Al-Mudaffar Billah, Abdel Malik ibn Muhammad ibn Amir, le fils du premier. Donc le père d'Ibn Hazm va être ministre pour ces deux-là. Le père d'Ibn Hazm est quelqu'un de très instruit, quelqu'un de très cultivé. Min Wujaha Madinat Qurtuba, donc c'est l'un des notables influents de Cordoue. C'est un homme puissant parce que c'est un homme d'État. D'accord, il a beaucoup d'influence. Et c'est dans cet environnement-là que va naître et va grandir Ibn Hazm. Il va être baigné dans une famille qui a deux traits importants. Al-ilm ou al-ri'asa. Le savoir, je viens de dire son père était très instruit, et al-ri'asa, l'exercice de la fonction publique. Et Ibn Hazm lui-même il va également être ministre, même lui. Il va être ministre de l'un des derniers califes omeyyades, l'un des derniers, qui s'appelle Abdurrahman al-Radi-Billah. Abdurrahman al-Radi-Billah, c'est parmi les derniers, il fait partie des 4 derniers califes omeyyades avant l'effondrement de cette dynastie. Donc là, c'est intéressant. Et d'ailleurs, conformément à la coutume de l'époque, le père d'Ibn Hazm va beaucoup s'intéresser à l'éducation de son fils et à son instruction, parce que son père voyait son fils comme son propre successeur. Et ça, on le voit dans beaucoup de pays dans le monde, même ici en Europe, il y a des familles dont le père exerce une fonction publique de ministre, le fils plus tard lui aussi, le petit-fils également, et ainsi sur plusieurs générations, les enfants exercent, les membres de cette famille exercent des fonctions publiques importantes.
la trajectoire que voyait le père d'Ibn Hazm, c'était celle-là. C'était de voir son fils devenir comme lui-même ministre. Ibn Hazm va se prêter à ce jeu-là. Il va devenir ministre de ce fameux calife omeyyade. Mais très vite, il va délaisser les fonctions publiques. Fonction publique, il y a trop de protocoles, il y a trop d'intrigues politiques, et c'est un domaine que lui, ça ne l'intéresse pas. Les intrigues politiques, c'est pas son, on va dire, ce n'est pas sa tasse de café. Et l'autre avantage aussi, c'est que dans cette famille, il y a une grande bibliothèque, il y a un père très instruit, très cultivé, et c'est dans cette ambiance qu'il grandit. Il va déjà prendre les bases du savoir déjà chez lui. Et parmi les premières branches du savoir qu'il va étudier, la poésie. D'ailleurs, Ibn Qutayba, qui est un grand homme de lettres de l'histoire musulmane, dans son livre Adab al-Katib, il évoquait le fait que, à l'époque, à son époque à lui, pendant des siècles, pour devenir fonctionnaire d'État, il fallait avoir une grande connaissance de la littérature et de la rhétorique, et avoir une belle écriture. Parce qu'il n'était pas pardonnable ni tolérable qu'un fonctionnaire d'État fasse des fautes d'orthographe et de grammaire. Parce que quand il fait des fautes d'orthographe et de grammaire, il touche à la puissance de l'autorité publique et quelque part il dégrade l'image et l'aura que l'État a. Le fonctionnaire doit toujours avoir un niveau très élevé par rapport au reste de la population. Donc ça, nous avons parlé de ce point-là. Il apprend la littérature, la poésie, il apprend aussi la logique aristotélicienne, ce qu'on appelle ilm al-mantiq, la philosophie également, mais il n'entre pas encore en contact avec le savoir religieux, pas encore. Ça viendra plus tard. D'ailleurs, les principales personnes qui vont l'éduquer dans le palais, parce qu'il vivait dans un palais, il faut le dire quand même, son père est un homme puissant, les principales personnes qui vont l'éduquer, c'est des femmes. Il sera élevé par des femmes. Et il aura, vers l'adolescence, on situe ça vers 14-15 ans, il aura, pour la première fois, un précepteur, mais homme cette fois-ci. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il est ado, il n'a plus à traîner avec des femmes. Il était plus petit avant, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'il est plus âgé, il a franchi le seuil de la puberté, il lui faut un homme. C'est comme ça qu'il aura son précepteur. Donc on a dit, nous avons évoqué qu'il a été ministre de Abdelrahman, c'est Abdelrahman bin Hisham. Jabir Raïd, c'est le Moustadir, qui lui ne va régner qu'un an, entre 414, enfin l'année 414 pardon, de l'Hégire, et il va mourir assassiné. Ibn Hazm disait de ce calife, il dit كان رجلا صالحا ومائلا إلى الفقه ولم يكن يلبس الخز ومات مقتولا. C'était un homme pieux qui penchait beaucoup pour le fiqh, l'étude du droit. Il ne portait pas de vêtements de soie et il est mort assassiné. Lorsqu'Ibn Hazm précise dans ce petit trait biographique de ce calife au service duquel il s'est mis, qu'il ne portait pas de vêtements de soie, cela induit, à contrario, que ceux qui étaient avant portaient des vêtements de soie. Au grand déni des enseignements islamiques. Mais ça, c'est parce qu'à l'époque, il vivait dans l'opulence, malheureusement. L'environnement dans lequel grandit l'imam Ibn Hazm, comme je le disais, c'est un environnement malikite de manière prédominante. L'opinion de l'imam Malik compte plus à l'époque, hein. Elle comptait plus qu'un hadith, beaucoup plus qu'un texte prophétique, parce que la parole de Malik était sacrée à l'époque, et tous les semblants d'ijtihadat, ce ne sont même pas des ijtihadat, ce sont des déductions. On appelle ça takhrij en fait. On ne peut pas confondre le takhrij qui est le sens du hadith. Dans les sciences du hadith, lorsqu'on parle de takhrij, c'est le référencement d'un hadith. Dans quel livre se trouve-t-il, dans quel chapitre, et quel est son statut, est-il authentique ou non? Chez les fuqaha, les juristes, le takhrij, c'est que tu parles de l'opinion de l'imam mujtahid, Malik, Ahmed, Shafi'i, Abu Hanifa, tu parles de son opinion, de sa fatwa, et tu en déduis de son opinion un autre avis sur une question sur laquelle lui ne s'est pas prononcé. C'est ça le takhrij en fait. Et c'est ce qui était prédominant à l'époque. Il va commencer par étudier le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, puis il va s'intéresser soudainement à la doctrine de l'imam Shafi'i, au madhab de l'imam Shafi'i, et puis
étonnamment, il passe vers une autre tendance qui était marginale à l'époque, elle n'était même pas citée, c'est la tendance zahirite, littéraliste, de Daoud ibn Ali, al-Zahiri, l'Irakien, mort en 270 de l'Hégire. Et puis il va accéder à l'ijtihad. D'ailleurs, permettez-moi de vous citer un petit récit anecdotique qui évoque justement ce passage ou cette évolution dans son acquisition du savoir religieux. Lui, c'est un fils d'aristocrate, il fait ses prières, il respecte ses devoirs religieux fondamentaux, versé dans la littérature, comme on l'a dit, la poésie, et ainsi de suite, mais il n'avait pas de contact avec les sciences religieuses. Et à la base, il était prédestiné à une fonction politique. Un jour, il se rend à la mosquée avant l'après de l'Asr, avec son précepteur. Il avait 16 ans. Il se rend à la mosquée pour célébrer la prière funéraire au profit d'un ami à son père, d'un proche à son père. Que fait Ibn Hazm? Il entre avant l'Asr dans la mosquée et il va s'asseoir en attendant que la janaza soit célébrée. Et c'est là que son précepteur attire son attention en lui disant: tu ne peux pas t'asseoir, tu dois les prier. Vu que tu es entré dans la mosquée, tu te dois de prier les 2 rak'at, les 2 unités de salutation de la mosquée. Il se lève et prie. Puis il revient après l'Asr, le jour même ou quelques jours après. En tout cas, le texte cité ne précise pas le moment. On dit qu'il revient après l'Asr. Il revient après l'Asr, et qu'est-ce qu'il fait? Il va pour prier 2 rak'at. Et on le retient. On lui dit: tu ne peux pas prier 2 rak'at. Ne sais-tu pas que dans la doctrine de l'imam Malik, après l'Asr, c'est un moment déconseillé. Alors là, il ne comprend plus rien. Il ne comprend absolument plus rien. Que fait-il? Il dit à son précepteur, avec sa force de caractère, il dit: il faut que tu m'indiques un faqih, un juriste, qui puisse m'apprendre le droit. Il lui dit: va chez Abu Abdillah ibn Dahoun, qui était un faqih pas très connu, mais qui était quand même connu. Enfin, il était célèbre pour ses compétences, même s'il n'avait pas une grande autorité. Il va aller chez lui étudier pendant 3 ans le fiqh malikite. Ibn Hazm, le gros de son savoir, il l'a acquis par lui-même, alors qu'il a des professeurs. Mais il a fait d'immenses efforts, parce qu'il a l'esprit très indépendant, d'immenses efforts pour évoluer dans son parcours de formation religieuse. Et c'est à travers ce parcours-là qu'il va découvrir, après 3 ans, il découvre l'école chafirite. Il épouse un temps les thèses juridiques de l'école chafirite, avant de virer vers le zahirisme, vers l'école littéraliste. Certains se sont posé la question: mais pourquoi passer du chafirisme au littéralisme au zahir? En fait, la réponse, elle est simple. La réponse est très simple. L'école chafirite, c'est l'école qui a le plus affiné la critique de l'utilisation du qiyas, la déduction analogique, qui est l'une des sources du droit musulman. Parce que les chafirites étaient en conflit avec les hanafites en Orient, et il y avait beaucoup de débats et contre-débats entre eux, et les juristes de l'école chafirite n'ont jamais été d'accord avec la manière dont les juristes de l'école hanafite usaient, selon eux, abusivement du qiyas. Et donc ils ont développé toute une méthodologie très pointue, très critique du qiyas. Ibn Hazm, avec sa logique, son intelligence, il va être séduit par cette thèse. Et c'est grâce à ça qu'il va se retrouver dans le littéralisme de Daoud ibn Ali al-Zahiri, dont l'école était pratiquement inexistante, en tout cas très marginale en Andalousie. Quelque part, c'est l'école chafirite qui était la matrice de la naissance du littéralisme. Ça ne veut pas dire que l'école chafirite est littéraliste, elle n'est pas littéraliste, mais elle a donné naissance grâce à une série de positions qu'elle a sur des questions liées à ce qu'on appelle usul al-fiqh et les fondements. Et ça, c'est très intéressant. Depuis ce moment-là, comme je viens de le dire, notre imam a pris son élan et petit à petit, il va commencer à se faire remarquer, et c'est là que les conflits vont commencer. Parce que dans l'Andalousie, il y avait un consensus social. Il y avait un consensus social, à savoir que la seule école qui a droit de citer dans l'espace public
Cordoue et Andalous, c'est l'école malikite. C'est la seule. Alors imaginez-vous Ibn Hazm qui va commencer à faire part d'un son de cloche complètement différent de ce que tout le monde entend. Petit et grand. Et heureusement qu'il avait une force de caractère, une forte personnalité, sinon il aurait été écrasé depuis très longtemps. Permettez-moi de vous citer rapidement quelques-uns de ses professeurs. D'abord, il a eu un professeur qui s'appelle Abu Omar Ahmed ibn Muhammad al-Talamanki. Talamanki, par attribution d'une région qui se trouve au nord d'Algérie. Cet homme-là était très dur envers ceux qui violent l'orthodoxie sunnite. Il était très très dur à leur égard. Très dur envers ceux qui violent l'orthodoxie, autrement dit, très dur envers les idolâtres. Et on dit même, certains historiens disent même que Ibn Hazm a hérité de son professeur sa rudesse dans ses répliques et ses réponses. Un autre professeur aussi qu'il a eu, c'est Ibn Abdelbar. D'ailleurs, Ibn Abdelbar, nous l'avons cité lors de la conférence précédente, parce que je suis venu chez vous ici. Pourtant, Ibn Abdelbar, il est son contemporain, ils sont pratiquement de la même génération, mais Ibn Hazm va profiter de lui. Pourquoi? Parce qu'il était l'un des grands experts du hadith, de la tradition hadith. On verra dans quelques instants, Inch'Allah, en quoi le hadith aussi, l'étude approfondie du hadith, va influencer le savoir d'Ibn Hazm, et même son littéralisme. Oui, parce que son littéralisme n'a pas que des mauvais côtés, il y a aussi des bons côtés, nous allons les évoquer très bientôt, Inch'Allah. Parmi aussi ses professeurs, un petit-fils d'un grand juriste malikite qui s'appelait Qasim ibn Asbar. Son petit-fils, qui s'appelait Ahmed ibn Qasim, serait l'un de ses professeurs. Donc là, c'est un savoir de père en fils qui a été transmis et qui va arriver jusqu'à notre imam Ibn Hazm. Ses élèves sont très nombreux. Je n'en citerai ici que 3. Il y a un certain Abu Abdil al-Humaydi qui était un savant du hadith formé par Ibn Hazm lui-même. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amour et vouait beaucoup de révérence à Ibn Hazm. Il était très attaché à Ibn Hazm. Étonnamment, parmi les élèves d'Ibn Hazm, accrochez-vous bien, le père du célèbre juge et juriste malikite andalou, Abu Bakr al-Arabi, le Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi. À ne pas confondre avec... parce qu'il y a 2 Ibn Arabi. Il y a Ibn Arabi al-Munakkar et il y a Ibn al-Arabi al-Mu'arraf. Ibn Arabi al-Munakkar, Ibn al-Arabi, ou plutôt Ibn Arabi al-Munakkar, donc sans alif lam, ça c'était le maître soufi qui était en Andalousie. Et puis vous avez Ibn al-Arabi, le premier c'est Muhiddin. Ibn al-Arabi al-Mu'arraf avec alif lam, c'était le grand juriste et le juge, grande référence en Andalousie. Eh bien, son père à lui, c'était l'un des élèves d'Ibn Hazm. Et pourtant, le Qadi Abu Bakr ibn Arabi avait une aversion profonde envers Ibn Hazm. Il ne pouvait pas le supporter. Pourtant, c'est le professeur de son père, en raison de ses opinions. Sans oublier que le Qadi Abu Bakr ibn Arabi était un fervent défenseur du consensus malikite social. L'école malikite, c'est tout. Et c'est la seule école qui doit avoir droit de cité au sein de l'Andalousie. Vous comprenez maintenant pourquoi il avait beaucoup d'animosité envers lui. Un autre élève, c'est son fils, le fils même d'Ibn Hazm, qui ne va pas briller comme son père. Il s'appelle Abu Rafi' al-Fadl. D'ailleurs, on sait très bien, après la mort d'Ibn Hazm, cette école va comment dirais-je, son étendard va se mettre en berne, et cette école va s'éteindre progressivement, parce qu'en fait, subhanallah, après Ibn Hazm, il n'y a plus de personnalité forte comme lui pour pouvoir porter l'étendard, il n'y a plus de candidats. Même ses propres enfants, ils n'ont pas la stature, ni la pointure d'Ibn Hazm. Et c'est comme ça que l'école va s'éteindre, tout simplement. Alors, je voudrais vous citer rapidement ici, Inch'Allah, pour les frères qui ne connaissent pas bien l'école Zahirite, l'école littéraliste dont faisait partie Ibn Hazm. Il faut savoir que l'école Zahirite est née en Irak, elle n'est pas née en Andalousie, elle est née en Irak, à Bagdad. Son fondateur, c'est un juriste qui s'appelle Daoud ibn Ali al-Asbahani al-Baghdadi, originaire d'Iran, d'Asfahan, mais qui vivait à Bagdad, mort en 270. Il avait quelques élèves,
Il était aussi chef hérite auparavant, il devient Dahirite. En fait, il va fonder l'école même du Dahirisme. On va expliquer maintenant de quoi il s'agit. Et cette école aussi ne va pas briller longtemps, parce qu'après la mort de son fondateur, Daoud ibn Ali, son école aussi va s'éteindre, elle va disparaître. Et elle va connaître une deuxième naissance, elle renaîtra de ses cendres en Andalousie. Mais là, elle durera un peu plus longtemps. Elle aura une durée plus longue qu'en Irak, par l'entremise d'Ibn Hazm, qui sera le véritable rénovateur de l'école. Parce qu'il va renforcer l'école, il va la reconstruire, il va lui donner des bases solides pour pouvoir lui permettre de survivre. Mais hélas, Allah subhanahu wa ta'ala, on a décidé autrement. Permettez-moi maintenant de vous citer quelques traits spécifiques de l'école Dahili. C'est important de connaître ça. Alors, le premier trait de l'école Dahili, c'est pour ça qu'elle porte ce nom d'ailleurs, c'est qu'elle s'en tient au sens apparent du texte. Elle le prend au premier degré. Il n'est pas question d'essayer de comprendre le texte ou de l'interpréter. On le prend au sens premier. Ça, c'est le premier trait très important, et de là vient le nom de cette école. Deuxième trait marquant, l'école Dahilite refuse de manière catégorique le taqlid, l'imitation. Et c'est quoi le taqlid chez les usuliyin? Le taqlid, c'est qaboul qawl al-ghayr, d'accord, bi ghayri hujja. C'est accepter l'opinion d'un autre sans en connaître au préalable l'argument qui l'accompagne. C'est ça le taqlid. Et les fuqaha, les juristes de l'islam, quelle que soit leur école, ont autorisé le taqlid min bab al-darura. Parce que tout le monde n'est pas savant. Il y a des ouvriers, il y a des mamans, il y a des paysans, il y a des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études, qui sont même médecins, et dont les sciences religieuses n'est pas leur domaine. Il a besoin d'un avis éclairé, il demande à un cheikh, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ceci est permis par la loi musulmane? Il lui répond, il prend son opinion, on appelle ça du taqlid. Ibn Hazm était contre le taqlid. Parce qu'il voyait que le taqlid c'était la source de tous les malheurs des Andalous. La société s'est paralysée. On a sacralisé l'opinion des hommes. Ce qui n'était pas tellement faux dans le fond de son discours n'est pas faux. Mais l'application pose problème. Parce qu'Ibn Hazm interdisait, et je vous renvoie, malheureusement je ne l'ai pas porté avec moi aujourd'hui, il a un ouvrage qu'il a écrit dans les fondements du droit, Usul al-Fiqh. Il nous dit très clairement, il interdit formellement à tout musulman et toute musulmane de pratiquer le taqlid, d'accepter l'opinion d'autrui sans en avoir l'argument et sans comprendre l'argument. Il dit, il ne faut même pas poser la question à quelqu'un. Il faut que tu fasses toi-même l'ijtihad. Autrement dit, il faut que tu t'instruises dans la science religieuse, que tu évolues, que tu deviennes à ton tour un mujtahid. Si on devait suivre à la lettre l'opinion d'Ibn Hazm sur cette question, toute notre vie sociale sera paralysée. Il n'y aura plus de médecin, il n'y aura plus d'ingénieur, il n'y aura plus de plombier, il n'y aura plus de mécanicien, il n'y aura plus de boulanger. Pourquoi? Parce que tout le monde sera dans les écoles religieuses en train d'apprendre le savoir islamique pour devenir mujtahid après. Ce qui n'est pas possible. Donc dans la pratique, sa thèse à lui, elle n'est pas, même si dans le fond on peut la comprendre, elle a de la pertinence, mais dans son application, elle n'est pas possible. Elle est même dangereuse. Vous voyez? Donc lui, vous comprenez bien l'idée de base. Pour lui, il faut adorer Dieu avec la connaissance, avec une opinion appuyée par un argument et éclairée par l'argument. Il ne faut pas adorer Dieu selon Ibn Hazm avec la parole des hommes. Il y a du vrai et du faux dans ce qu'il dit. Ça, c'est le premier trait. Le deuxième trait, ou plutôt le troisième trait, pardon, c'est qu'Ibn Hazm, ou plutôt les Dahilites, rejetait la déduction analogique, al-qiyas. Il n'acceptait pas le qiyas. Mais en réalité, c'est un jeu de mots. Parce que les Dahilites, les littéralistes, ils utilisaient le qiyas, mais ils ne donnaient pas le même nom. Ils appelaient ça dilalatun nas. L'indication qui se dégage du texte. Parce qu'Ibn Hazm aussi sait très bien qu'il y a des situations nouvelles et inédites dans la société musulmane, il faut pouvoir lui trouver des réponses. Et le qiyas, la déduction analogique, qui permet de partir d'un texte et d'une situation déjà étudiée auparavant pour aller appliquer sur un nouveau cas la sentence première d'un cas étudié. Ibn Hazm sait très bien qu'on ne peut pas se passer du qiyas. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Lui et ses disciples, ils vont lui donner un autre nom, avec plus de souplesse dans l'application du qiyas. Il y a pour les quatre écoles qui vont lister une série de conditions toutes détaillées pour appliquer le qiyas. Également parmi les traits de cette école,
cette école a réduit, a confiné le consensus et l'ijma' dans l'ijma' al-sahaba uniquement. Pour Ibn Hazm, pour ses prédécesseurs et pour ses propres disciples, l'ijma', le consensus, n'est possible que dans la génération des compagnons. Après les compagnons, il n'est pas concevable parce que les compagnons ou même les tabi'in se sont dispersés dans le territoire musulman. C'est une thèse qui sera encore reprise aujourd'hui par certains juristes contemporains. Et cette position qu'il a eue va le conduire à une série de, comment dirais-je, de contradictions avec des questions sur lesquelles les savants, toutes écoles confondues ou toutes écoles confondues, sont unanimes. Il y a ijma'. Par exemple, le fait que les sunan, par exemple, ce qu'on appelle les actes recommandés, pour Ibn Hazm, il n'y a pas d'actes recommandés, il n'y a que des actes obligatoires. Parce que pour lui, à partir du moment où le texte part d'un ordre, il faut obtempérer. Il ne tient pas compte de tous les indices qui permettent de déduire que l'ordre prophétique n'est pas un ordre au premier degré, mais c'est un acte recommandé. Donc lui, il fait il a fait en sorte que les sunan, les actes recommandés, deviennent des actes obligatoires. Aussi, ça c'est la première contradiction de l'ijma'. Le consensus. Le deuxième exemple que je peux vous donner, pour aller plus loin, parce que je vois que le temps passe tellement vite, machallah. Le deuxième exemple que je peux vous donner, il prétend que lorsqu'il y a un rapport intime, lorsque l'organe pénètre lors de l'action sexuelle, les juristes sont d'accord, toutes les écoles confondues sont d'accord que cet acte sexuel, lorsqu'il y a pénétration, annule les ablutions et nécessite un lavage, d'accord, ce qu'on appelle la grande lotion. Ibn Hazm n'est pas d'accord avec ça, il dit non. Il dit tant qu'il n'y a pas d'écoulement, tant qu'il n'y a pas d'écoulement, tous les deux ont encore leurs ablutions. Ça aussi, c'est une contradiction avec un ijma', un consensus qui est entre les savants. D'ailleurs, Ibn Hazm a écrit un livre sur l'ijma', dans lequel il a quelques irrégularités. Ibn Taymiyyah va reprendre son ouvrage et va le critiquer de manière scientifique. Il l'a appelé Naqdu Maratib al-Ijma' d'Ibn Hazm. La critique des degrés d'Ijma' cité par Ibn Hazm. Ibn Hazm, comme vous le savez, lorsqu'il entre sur la scène jeune, lorsqu'il entre sur la scène andalouse, Cordoue, il commence à faire parler de lui. Il n'a jamais caché ses opinions. Alors qu'il sait très bien que l'environnement dans lequel il est, c'est un environnement purement malikite, à tous les niveaux. Ça part du pouvoir, et ça passe par le qadi, par le mufti, par les imams de mosquée, par les khotaba, ceux qui sont chargés du serment le vendredi. Ils sont tous malikites, tous. Par les étudiants dans les écoles religieuses, même ceux qui ne sont pas dans les sciences religieuses, qu'ils soient philosophes, qu'ils soient médecins, ils sont tous malikites. Sauf lui. Lui, il leur dit, moi je ne suis pas malikite. Moi je suis le texte à la lettre, tel qu'il est. Il va rentrer avec beaucoup de fracas sur la scène publique, et ça va lui créer beaucoup d'ennuis. Je voudrais vous citer ici quelques-uns des aspects de cette épreuve qu'il va subir. Il va beaucoup souffrir. Le premier de ces aspects, c'est qu'on va commencer à le dénigrer, à le rabaisser et à le déconsidérer. Parmi ceux qui vont le déconsidérer, il y a le juge al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, qui va même dire dans un de ses ouvrages, critiquant le dahirisme, il va dire c'est un insolent, un insignifiant qui nous vient de la campagne de Sidi qui nous a ramené ça chez nous. Vous voyez comment il parle d'Ibn Hazm. Il dit Sarif min badiyati Ishbiliya. Comment il le rabaisse. On va mettre en garde contre ces livres. Ces ouvrages seront même brûlés, les ouvrages d'Ibn Hazm seront même brûlés sur la place publique à Cordoba et à Séville Ishbiliya, pour bien l'humilier et pour mettre en garde tous celles et ceux qui seraient tentés d'étudier son patrimoine ou ses écrits. Il sera aussi expulsé, tantôt de Cordoue, tantôt de Séville. Il sera expulsé et on va même le placer en résidence surveillée. Par exemple, vous avez Al-Mu'tad ibn Abbad, qui était l'émir de Séville. Il va le mettre en résidence surveillée. Il va lui interdire d'écrire, d'émettre des avis religieux, juridiques, de recevoir des élèves ou de discuter avec qui que ce soit. Il était question de l'isoler complètement. Et bien sûr, qui est derrière tout ça? Des savants malikites.
Et vous savez que les juristes malikites qui se sont dressés contre lui, ils se sont dressés contre lui pour deux raisons. Qui sait me citer les deux raisons? Tant que je me rends gorgé d'eau. Pour deux raisons. Qui sait me citer les deux raisons? Oui. Première chose, oui. C'est quoi la deuxième raison? On n'a pas entendu la première. Parce qu'il était, il était à contre-courant du manichisme dominant de l'époque. Il vient avec des avis, des opinions que les gens du pays ne connaissent pas, qui sortent complètement du cadre officiel admis qui est celui des codes malikites. Peut-être parce qu'il avait de la notoriété. Et pour que les gens le suivent. La majorité le suit. En fait, la jalousie, il va susciter de la jalousie. C'est parce que Ibn Hazm, c'est un esprit libre. Il est très indépendant. Il n'a pas de ligne rouge. Les autres juristes malikites, ils font attention à leur public, ils font attention à leur auditoire, ils font attention au pouvoir. Lui, tout ça, il ne connaît pas parce qu'il c'est quelqu'un de libre. Il ne veut pas être soumis à n'importe quelle forme d'autorité morale. Quand je dis morale, c'est pas qu'il appelle la perversion, mais il ne veut pas que quelqu'un vienne lui faire la morale par rapport à ses opinions. Il réclame une pleine indépendance, ce que les juristes malikites ne pouvaient pas accepter, et puis aussi son intelligence, l'étendue de son savoir, le fait qu'il n'ait pas passé par, comment dirais-je, par le moule par lequel sont passés tous les juristes malikites. D'accord? Il n'a pas poursuivi jusqu'au bout la formation classique de tous les juristes malikites de l'époque. Et aussi sa notoriété grandissante auprès d'une frange de la population cordoine, également sévienne aussi, va susciter la jalousie de ses contemporains. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors maintenant, on va s'intéresser aux réelles causes de cette persécution qu'il va subir. Et ce qui est frappant, c'est que cette persécution ne l'a jamais freiné. Ne l'a jamais freiné ni dans sa production d'ouvrages, on verra après, ni non plus dans la proclamation de ses avis. Jamais. C'est quelqu'un qui était une tête brûlée, vraiment une tête brûlée. Il avait une forte personnalité, il ne se laissait pas faire. Alors maintenant, on va citer ici quelques éléments qui nous permettront de comprendre pourquoi on s'est déchaîné contre lui, pourquoi tout ce lot d'épreuves s'abat sur sa personne. Alors, la première de ces causes, c'est la virulence de sa langue et de son propos. Il va être tellement virulent envers ses adversaires qu'ils vont lui remettre la pièce de sa monnaie. Ils vont faire de même avec lui, ils vont se déchaîner contre lui. Sans parler que ces savants malikites vont aussi pousser les gouverneurs à prendre des mesures fortes contre Ibn Hazm pour le faire taire. La deuxième raison qui explique aussi cette vague de persécution, c'est l'éducation qu'il a reçue. Lui, il a reçu une éducation limite princière. Cette éducation était censée faire de lui un leader, un chef. Cela signifie que lorsqu'on a dans notre esprit, dans notre programmation mentale, on a cette idée conçue et préconçue par l'éducation que nous sommes un chef, ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je ne suis que ce dont je suis convaincu. Alors que l'environnement malikiste est contraire, on suit ce qu'on a hérité. Vous voyez? Et ça va lui poser des problèmes. Donc il avait cet esprit très indépendant. Bien sûr, qualité qui déplaira énormément aux juristes malikites qui, eux, aiment la conformité. Un autre point qu'on a déjà cité, mais je vais le reciter rapidement, c'est l'état comment dirais-je, de paralysie et d'imitation servile qui régnait dans l'Andalousie de l'époque. Les Andalous, qu'ils soient savants ou non, en rien, ils n'auraient échangé l'école, ou plutôt les avis malikites qu'ils avaient, aussi erronés soient-ils, en rien, ils les auraient abandonnés pour autre chose. Donc, il y avait un certain tarassoum, il y avait un certain esprit sectaire à l'époque en Andalousie. Alors quand on voit un esprit libre comme Ibn Hazm qui va directement pêcher le jugement dans le texte religieux, c'est clair que eux ça leur déplaît. Et ils vont déchaîner contre lui toutes ces critiques. Le contexte politique aussi. Le contexte politique dégradant de l'Andalousie va aussi participer à sa persécution. Surtout que sur le plan politique, Ibn Hazm n'avait pas sa langue dans sa poche. Il critiquait durement la dérive des dirigeants de l'époque, ces fameux émirs qui gouvernaient ces 22 villes ou 22 principautés. Il
Et il dénonçait ces trahisons dont se sont rendus coupables nombre de ces princes andalous qui ont donné, et pas vendu, qui ont donné des villes et des forteresses aux catholiques. Ils leur ont même permis de bâtir des églises et d'ériger des croix dans ces mêmes endroits, des territoires qui étaient initialement islamiques, en tout cas dans l'Espagne musulmane de l'époque. Donc pour lui, c'est une trahison, c'est pas admissible. Une telle lâcheté, tout ça pour garder leur trône. Et ce qui résume très bien le jugement qu'il porte sur les gouverneurs, ou plutôt sur les émirs de l'époque, c'est le propos suivant. Regardez ce qu'il dit. Ça résume tout. Ça résume toute sa critique. Il dit, parlant de ces émirs qui gouvernent ces 22 villes et qui s'entretuent entre eux, il dira le alimou, si ces fameux gouverneurs et princes qui dirigent ces principautés qui s'entretuent entre eux, le alimou أن في عبادة السلطان تمشية لمصالحهم ولأمورهم لبادروا إليها. Ces princes et gouverneurs, s'ils avaient idée qu'il y aurait probablement un intérêt à adorer des croix, ils l'auraient fait. Ils auraient été capables, par machiavélisme vil, ils auraient été capables d'adorer des croix, de se prosterner devant une croix, tant que cette adoration pourrait garantir leurs intérêts et préserver leur trône. Regardez l'état dégradant. Aujourd'hui, on n'arrive pas à s'imaginer. Mais c'était une situation très dégradante. Alors je vous laisse imaginer dans quel climat notre personnage a vécu. Et on comprend pourquoi certains gouverneurs vont se déchaîner contre lui. Je le disais là tout à l'heure, il a été persécuté, il a été mis en résidence surveillée, mais l'avantage d'Ibn Hazm, il avait une grande qualité. Cette grande qualité, c'était laquelle? Toutes les épreuves qui s'abattaient sur lui ne le rendaient que plus fort. Aujourd'hui, nous, c'est une épreuve que Dieu nous en préserve, dans Bihfad ben al-Fitan. Et s'il y a d'entre nous une épreuve s'abat sur lui, nous sommes nous aussi abattus, pas Ibn Hazm. Il va être chagriné par ce qui lui arrive, mais l'épreuve va le renforcer encore plus. Et j'en veux pour preuve que sa meilleure production, dans tous les ouvrages qu'il a rédigés, on va en reparler bientôt, Inch'Allah, tous les ouvrages qu'il a rédigés, il les a rédigés lorsqu'on l'a mis en résidence surveillée et lorsqu'on l'a persécuté durement. Sa meilleure production, c'est à cette époque-là. Donc il a converti ces persécutions en opportunités pour développer sa créativité et pour développer ses avis, sa doctrine, et rédiger et faire couler son encre et sa plume dans ce sens-là. C'était un débatteur redoutable. Aucun juriste malikite ne pouvait lui tenir tête pour une simple raison. Les juristes malikites andalous ne s'intéressaient qu'au fiqh, qu'au droit. Le hadith, par exemple, l'étude du hadith venait en second lieu. Ce n'était pas un domaine qui les intéressait énormément. Et de surcroît, les juristes malikites avaient aussi comme inconvénient et comme défaut, il y a un domaine que Ibn Hazm maîtrisait à merveille, c'est ce qu'on appelle Fannul Jadal, l'art du débat. Ça, il maîtrise à merveille. Et aussi al-mantiq, la logique aristotélicienne. La logique d'Aristote, qui te permet de classer tes arguments, de les ordonner, de savoir comment répondre à chaque attaque contre un argument. Il maîtrise ça à merveille. C'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'il débat avec un juriste malikite, il le laissait par terre. Vous savez, malheureusement, toute personne qui connaît son heure de gloire connaîtra aussi un jour son heure de déclin. Et c'est ce qui est vrai de Ibn Hazm. C'est exactement ce qui vient d'arriver. Il a toujours occupé le haut du pavé. Et voilà qu'un juriste revient au pays. Et son retour au pays, après 13 ans d'absence, parce qu'il est parti au Mashriq étudier. Et au Mashriq, il a étudié l'art du débat, il a étudié la logique aristotélicienne, il a étudié la philosophie, domaine que maîtrisait seul Ibn Hazm en terre andalouse. Ce personnage revient au pays
il est salué par les siens. Voici notre sauveur. Face au raz-de-marée d'Ibn Hazm et d'Ibn Baïd. Voici notre sauveur. Vous savez qui est cet homme? C'est Abu al-Walid al-Baji, Sulayman ibn Khalaf, l'un des plus brillants juristes malikites en Bel. Il revient au pays, et lorsqu'il arrive, il passe par certaines villes. Il en profite pour débattre avec ses confrères malikites. Il arrive dans la ville de Al-Murcia, en espagnol, Murcia. Il arrive aussi dans la ville de Dania, également, qui porte toujours le même nom aujourd'hui. Et là, de nouveau, dans les cours des émirs de ces villes-là, il débat avec des juristes malikites. Et là, et les gouverneurs et les juristes malikites découvrent avec émerveillement qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas facile et qui maîtrise parfaitement l'art du débat et la logique. Et c'est là qu'on va lui proposer de débattre avec Ibn Hazm. Parce qu'Ibn Hazm, jusqu'à présent, il est imbattable. Il est imbattable. La proposition est faite à Ibn Hazm. Bien sûr, Ibn Hazm, il ne demande que ça. Il aime bien débattre, lui. Il aime bien descendre ses adversaires. C'est toujours une occasion pour encore plus enfoncer le clou par rapport à ses opinions. Mais seulement là, il ne sait pas qui il a affaire. S'il a eu la main facile avec tous ceux qu'il a rencontrés avant, là, il va tomber sur un os assez gros. Vous voyez, assez dur. Et là, il risque de se casser quelques dents. Il accepte. Alors, que fait Al-Baji? Avant de rencontrer Ibn Hazm, il va d'abord étudier le personnage. Il va se renseigner à son sujet, il va lire certains de ses ouvrages pour se faire une idée plus précise à qui il a affaire. Et c'est là qu'ils vont se rencontrer sur l'île de Majorque. Vous connaissez l'île de Majorque? L'île de Majorque, à l'époque, elle faisait partie de l'Andalousie musulmane. Encore aujourd'hui, si vous allez à Majorque, vous allez trouver des vestiges musulmans. Donc sur l'île de Majorque, en 439 de l'Hégire, ils vont se rencontrer dans le palais de l'émir de Majorque, qui s'appelait il s'appelait Abu al-Abbas Ahmed ibn Rashiq. Abu al-Abbas Ahmed ibn Rashiq. C'est là qu'ils vont se rencontrer. Bien sûr, Ibn Hazm. Le défaut d'Ibn Hazm, c'est quoi? C'est qu'il est trop confiant. Il les a tellement taillés en pièces que pour lui, c'est une promenade, ça, avec ce nouveau qui vient de débarquer. Et c'est là son problème. C'est qu'il va avoir du fil à retordre. Et le débat va démarrer. On n'a pas beaucoup de débats on n'a pas beaucoup d'informations historiques sur le fond du débat. On sait qu'il y a certainement des questions liées au domaine favori d'Ibn Hazm, de la doctrine d'Ahélite, à savoir le qiyas, la déduction analogique, le fait de refuser d'apporter un justificatif rationnel à une norme religieuse à partir d'un texte, la question de l'ijma', la question du taqlid, toutes ces questions-là toutes ces questions seront abordées. Parce qu'en fait, l'objectif, vous savez c'est quoi l'objectif de Baji, lorsqu'il est venu débattre? Il avait un double objectif. Le premier objectif, c'est de redonner aux juristes malikites leurs lettres de noblesse qu'ils ont perdues pendant des années. Et deuxièmement, c'est de mettre un frein à l'expansion de cette école en Andalousie, l'école maïkite. Le débat va être très rude entre eux. Et il y a un fait anecdotique qui montre que Ibn Hazm ne démord jamais, même s'il reçoit quelques coups par-ci et par-là. C'est qu'à un moment donné, Baji va lui dire: j'ai plus d'ambition dans le rythme que toi. Dis parce que toi, lorsque tu as commencé, donc Abu al-Walid al-Baji s'adresse bien entendu ici à Ibn Hazm. Il dit: quand toi tu as commencé à étudier le savoir religieux, tu l'étudies dans des situations favorables, dans des situations favorables, et tu passes cette tenue blanche avec des lanternes d'or, une manière de faire allusion à la vie d'opulence, de confort, de luxe dans le palais dans lequel il a grandi. Tandis que moi, ça c'est le Baji qui, bien sûr, qui continue dans son propos, il dit: tandis que moi, et dis-moi, quand j'ai étudié le savoir, je l'ai étudié grâce au faisceau de lumière qui entrait dans ma demeure de la lanterne du gardien du marché, le gardien qui surveille le marché de nuit.
manière de dire que moi, je n'avais pas d'éclairage chez moi. Et c'est grâce à la lumière qui vient de l'extérieur que je profitais de ces moments-là pour étudier, pour écrire le savoir. Alors Ibn Hajj, lorsqu'il écoute ça, qu'est-ce qu'il dit? Regardez le redoutable débatteur. Il dit, en réalité, le propos que tu viens de tenir, il est contre toi et pas en ta faveur. Il dit, parce que toi, lorsque tu as étudié dans ces conditions, en fait, c'est parce que tu espérais avoir et accéder aux mêmes conditions que les miennes. C'est comme s'il lui disait, tu es en train de te plaindre là maintenant. Dis quant à moi, regardez la hauteur, il dit quant à moi, si j'ai étudié dans les conditions que tu as évoquées, c'est parce que moi je recherchais l'excellence et la grandeur dans un rang scientifique et théologique dans cette vie et dans l'autre. Cher frère, comment tu trouves cette idée? Est-ce qu'il n'est pas Ibn Hazm, est-ce qu'il n'est pas très fort ici? Alors il y a un débat entre les historiens. Est-ce que Ibn Hazm est-il sorti décousu de ce débat? La plupart des historiens anciens disent oui. Ils disent qu'il est sorti vaincu, humilié dans ce débat, ce qui va le pousser à se retirer et à s'exiler. Un exil qui va durer longtemps, d'ailleurs on parle de 20 ans, où il va se retirer dans son village près de la ville de Liebla en espagnol, Liebla en arabe. Tout simplement, il va disparaître de la scène publique. La plupart des juristes, des historiens, vont dans ce sens. Pourtant, parmi les contemporains, nous avons un juriste azharite qui a beaucoup écrit dans l'histoire du droit musulman, peu importe son école, c'est l'imam Abu Zahra, rahimahullah. Il y a même ses ouvrages, nombre de ses ouvrages ont été traduits en français aujourd'hui, vous les trouvez en librairie, sur la vie des 4 imams, sur l'histoire du droit musulman. Lui, il n'est pas de ces avis-là. Lui dit tous les indices indiquent qu'il n'a pas perdu ce débat, mais il a perdu de son aura. Vous avez compris la phrase ici? Il n'a pas perdu le débat, mais il a perdu de son aura. Pourquoi a-t-il perdu de son aura? Parce que lorsqu'il avait la main facile dans le débat, il arrivait à démonter n'importe qui. Ici, il a eu beaucoup plus de mal à pouvoir répondre à toutes les attaques. Et il a eu face à lui un adversaire très redoutable. Tout ça pour en revenir à quoi? C'est qu'à partir de ce moment-là, il perd beaucoup de partisans, de soutien politique. Et c'est ce qui va le pousser à revenir dans son village et à y consacrer le reste de sa vie. Alors, on arrive à la fin, Inch'Allah. Nous allons maintenant découvrir quelques-uns de ses ouvrages pour prendre connaissance de son patrimoine. Ce personnage qui a tellement été persécuté et qui a souffert de toutes ces attaques qu'il a subies, pourtant il avait une plume prolifique. Il a écrit plus de 80 ouvrages. Entre des ouvrages qui font une dizaine de tomes et des petites épîtres. C'était un auteur très prolifique. Je vous cite rapidement ici quelques-uns des ouvrages les plus connus. Vous avez Al-Muhalla, fil fiqh. Al-Muhalla, c'est celui qui veut connaître l'école d'Ahélite et surtout l'école d'Ibn Hazm, qu'il retourne à cet ouvrage. Et même dans cet ouvrage, vous voyez que sa langue, machallah, c'est un sabre tranchant. Même, il ne va pas hésiter des fois à traiter les juristes malikites qui ne sont pas d'accord avec lui, qui ne font que suivre le corpus de l'école. Il ne va pas hésiter à les traiter d'âne, hamir. Il est très dur, très dur. Bien sûr, on va lui remettre l'appareil. Al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi fera la même chose. Lorsqu'il évoquera certaines questions sur lesquelles les Zahirites ont contredit l'ensemble des juristes malikites, il dira cet avis a été adopté par un groupe d'ingénieurs. Et il visait bien sûr Ibn Hazm et ses élèves. Donc voilà, c'est réplique et contre-réplique. Parmi ses ouvrages, il y a Ihkam fi Usul al-Ahkam. Ihkam fi Usul al-Ahkam, un livre dédié au fondement du droit dans lequel il soutient l'idée de ne pas s'appuyer sur le qiyas, sur la déduction analogique, de refuser le taqlid, l'imitation, et ainsi de suite. Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu, c'est un ouvrage où il va réunir tous les hadiths et toutes les traditions et toutes les narrations des wayats autour du pèlerinage d'adieu. Il va les analyser à la loupe de la connaissance juridique. Il a un commentaire de Muwatta aussi. Ijma', son livre Ijma' al-Conseil sur l'œuvre déjà cité. Il a un livre sur les sectes, sur ce qu'on appelle l'hérésiologie, Ilm al-Firaq, qui s'appelle Al-Fisal fil Milal wal Nihal, très bel ouvrage. Et puis, le best of the best, c'est aussi
son goût pour la littérature qui reprend sa droite, Tawq al-Hamama, qui est un très beau livre littéraire, et un autre ouvrage qui a été traduit en français, sous le titre de Thérapie de l'âme, Al-Akhlaq wa Siyar. Et là, vous voyez que vous avez affaire à un autre Ibn Hazm. Ibn Hazm très doux, très psychologue, fin connaisseur de l'âme humaine. C'est deux personnages complètement différents, le juriste virulent et l'homme posé. Et on peut imaginer que cet ouvrage, il a probablement écrit dans les dernières années de sa vie. Je voulais vous dire une chose sur le ouvrage d'Ibn Hazm. Ah non, par rapport à... Je vais en parler maintenant. Alors, Ibn Hazm a eu une réputation assez singulière, au point qu'on en a fait un proverbe. Les anciens disaient « Sayf al-Hajjaj wa lisan ibn Hazm shaqiqan » Le sabre de Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui était le gouverneur des Omeyyades et qui a maté toutes les rébellions par la force et le sang en Irak, un gouverneur très dur, tout le monde avait peur de son sabre. On a associé le sabre d'Ibn Hazm avec la langue, le sabre de Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi avec la langue d'Ibn Hazm. On dit les deux, ce sont des frères de sang. Tout comme le sabre de Al-Hajjaj est un sabre douloureux, la langue d'Ibn Hazm ne provoque pas moins de douleur que ce fameux sabre. Et pourtant, certains savants lui ont fait des éloges, parmi lesquels je vais citer rapidement parce qu'on n'a plus le temps. Je prends quelques minutes avec l'autorisation de Sidi Mohamed. Al-Ghazali, Mohamed Al-Ghazali, il va vanter les mérites d'Ibn Hazm. Pourtant, Al-Ghazali n'a jamais rencontré Ibn Hazm. Il le connaît que par ses ouvrages. Il dira, regardez ce qu'il dit, وجدت في أسماء الله تعالى كتابا ألفه أبو محمد ibn Hazm. Il dit, j'ai trouvé un ouvrage écrit dans les noms de Dieu, d'accord, rédigé par un certain Abu Muhammad ibn Hazm. De la suite, l'Andalusi. يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه, qui démontre sa mémoire prodigieuse et son esprit prolifique. Vous comprenez, son esprit prolifique. L'un des juristes andalous du nom d'Abul Qasim Sa'd ibn Ahmed dira que s'il y avait quelqu'un en Andalousie qui a réuni les sciences de l'islam et qui en avait une parfaite maîtrise, c'était Ibn Hazm lui-même. Il avait une grande connaissance, un savoir étendu, une maîtrise de la langue arabe, avec aussi une très grande maîtrise de la littérature, de la poésie, de l'histoire, de la chronologie historique, et sans parler de la rhétorique. Peut-être un dernier point, Inch'Allah, ça c'est l'imam al-Dhahabi qui lui a consacré une longue biographie dans un livre intitulé Siyar al-Nubala. Il dira, pour sa part, il dira qu'Ibn Hazm, c'était quelqu'un qui avait de la piété, il avait de bonnes intentions, ses ouvrages sont très utiles. C'est quelqu'un qui a délaissé l'exercice de la fonction publique, il s'est confiné dans son foyer afin de se consacrer pleinement au savoir. Ni nous n'exagérons dans ses éloges, nous ne le déconsidérons, bien sûr qu'on le fait certains. Il a reçu des éloges d'Ibn Hazm avant nous, dit Dhahabi, par des grands savants qui ont reconnu son savoir, alors qu'il était quelque peu marginal dans la société andalouse. Je conclue, Inch'Allah, cette intervention avec une question. Mais avant de la conclure par cette question, je voudrais attirer votre attention sur un point très important. Ce qui a bâti le littéralisme d'Ibn Hazm, je disais là tout à l'heure, il y a le côté négatif, c'est qu'il rejetait la déduction logique al-qiyas, il s'en tenait au sens apparent du texte, mais il avait aussi un côté positif, avantageux. C'est qu'il avait une très grande fidélité pour la sunna. Il accordait une très grande tarvine, une très grande révérence au texte prophétique. Parce que pour lui, lorsque le texte prophétique est fondé, il ne convient plus de philosophie. Même s'il a poussé ça un peu à l'extrême en prenant au sens propre, au sens littéral, certains textes prophétiques qui pouvaient être interprétés parce qu'ils ont un sens équivoque, mais au-delà de tout cela, ce qu'on va le reconnaître, c'est sa fidélité au délil, à l'argument. Alors que les juristes malikites de son époque, l'argument pour eux, c'est ce qu'a dit l'imam Malik et ses disciples. Et c'est là la ligne de frontière entre lui
et les autres. Et c'est ce qui va d'ailleurs faire que, d'ailleurs, même, je prends un exemple, Cheikh Albani par exemple. Cheikh Albani, il est très influencé par Ibn Hazm. On dit même que Cheikh Albani, des fois dans ses écrits, il se montre un peu dur des fois envers certains de ses détracteurs. Et certains historiens contemporains, biographes contemporains disent qu'il a hérité cette dureté, cette virulence dans le propos. Il l'aurait hérité de ses longues lectures dans les ouvrages d'Ibn Hazm. D'ailleurs, Ibn Hazm, dans les écrits de Cheikh Albani, il occupe une place très importante. Ça ne veut pas dire que Cheikh Albani est dhahirite. Ça ne veut pas dire ça. Mais tout simplement, il s'est laissé influencer en partie par Ibn Hazm, parce qu'Ibn Hazm se veut fidèle. Wafiyun bid-dalil. Fidèle à l'argument. L'explication des hommes, il y a de quoi boire et manger. Voilà un peu l'idée d'Ibn Hazm. Alors, la dernière question, et c'est la conclusion, Inch'Allah, de notre propos, c'est la suivante. Les opinions dhahirites d'Ibn Hazm et de ceux qui l'ont précédé, à savoir Daoud ibn Ali. Ces opinions juridiques qui peuvent paraître marginales sont-elles prises en considération dans le corpus du droit musulman? Il y a eu débat entre les juristes. Par exemple, vous avez un juriste malikite qui s'appelle Abul Abbas Ahmed al-Qurtubi, auteur d'un ouvrage dans lequel il commente Sahih Muslim qui s'appelle Al-Mufhim. في تلخيص ما أشكل في صحيح مسلم. Lui, il est catégorique. Il dit les opinions dhahirites ne sont pas à considérer, nous ne devons nullement leur prêter la moindre attention, parce que le dhahiri, c'est des awam, c'est des gens ordinaires ignorants. Pourquoi dit-il cela? Parce que pour les juristes de l'époque, la connaissance du qiyas, d'électionologie, la connaissance du ijma', du consensus, avec toutes les conditions qui accompagnent ces deux sources de droit, sont deux champs de la connaissance qui nous donnent accès à l'ijtihad. Or, Ibn Hazm a rejeté, et les dhahirites avant lui ont rejeté ces deux sources-là. Du moins, ils ont délimité l'ijma' pour ce qui est de qiyas, nous avons compris. Donc, de ce fait, ils ne les considèrent pas comme des savants. Ça, c'était l'opinion d'un juriste malikite. Cependant, cette opinion ne sera pas partagée par tout le monde. Ibn Salah, célèbre juriste et savant du hadith shafi'ite, il dira: si leurs opinions, à savoir celles de Dhahiri, si leurs opinions n'avaient pas été prises en considération, on ne les aurait pas trouvées dans les livres classiques de droit comparé. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, quand vous ouvrez n'importe quel livre de droit comparé, ce qu'on appelle khilafiyat, vous retrouvez les opinions d'Ahili dedans. Et Ibn Salah al-Shafi'i dit, si ces opinions n'étaient pas reconnues, pourquoi elles sont citées alors dans le livre des juristes? Ils n'auraient dû même pas les calculer. Et ça, c'est intéressant. Et je termine là-dessus, Inch'Allah. Dhahabi, que dit-il? Il va se montrer juste au milieu entre les deux camps. Il va dire tout simplement, toute question dans laquelle Ibn Hazm, les Dhahirites, et Ibn Hazm particulièrement, se sont isolés, se sont marginalisés par rapport au reste de la Ummah, cette opinion ne sera plus considérée et devra être éludée. Donc on l'évacue. En revanche, écoutez bien la suite. Et si nous citons cette opinion, c'est juste pour nous en étonner. Pour nous étonner de son caractère marginal. Il dit en revanche, si l'opinion d'Ibn Hazm des Dhahirites est soutenue par un texte ou précédée dans son adoption par un compagnon ou un tabiri, nous devons la considérer et l'inscrire et la reconnaître dans le droit comparé. Et ça, l'opinion de Dhahabi rahimahullah rejoint tout à fait celle d'Ibn Taymiyyah, qui lui aussi se montrera très juste plus tard envers Ibn Hazm. Et il dira même que si, Ibn Taymiyyah dira que si Ibn Hazm ou les Dhahirites, lui il sera plus précis, il parle d'Ibn Hazm directement. Il dira, Ibn Taymiyyah, que si Ibn Hazm émet une opinion dans laquelle il contredit toute la Ummah, tous les savants de la Ummah, son opinion ne sera pas retenue. En revanche, s'il contredit les 4 imams, mais que son opinion a de la pertinence, nous écouterons son opinion. Le message que veut glisser Ibn Taymiyyah, c'est de dire, tout comme la Ummah ne peut pas se réunir toutes, la tajtami'u ummati ala dalala, comme nous le connaissons du hadith prophétique, la communauté ne peut pas toutes se réunir dans l'erreur. Ici on parle de savants, on parle de communauté. Alors, regardez la nuance qu'Ibn Taymiyyah apporte après. En revanche, s'il ramène une opinion dans laquelle il contredit les 4 imams,
et que cette opinion a de la pertinence, nous allons la prendre en considération. Une manière de dire que al-haqq laysa mahsouran fi fiqhi al-a'immat al-arba'a. La vérité n'est pas confinée dans le corpus juridique des 4 imams. Et ça, c'est très important. Et c'est ici, Inch'Allah Ta'ala, que se termine cette intervention. Sallallahu Azza wa Jal, an yanfa'na bima 'allamana wa yu'allimana ma yanfa'una. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.